Moi, je vais passer assez vite dessus. Je vais un peu insister sur la manière de raisonner parce que c'est surtout ça qui est important. Et je ne vais pas trop insister sur la fonction cardiaque ni l'échographie parce que vous allez avoir un cours avec le docteur Diala Crèche demain qui, elle, va vous expliquer les principes échographiques et comment on fait une échographie, l'écho principal. Donc, on va s'attarder un peu sur la physiologie et on va commencer le cours. Alors, hop. Donc déjà, qu'est-ce qui est très important en cardiologie pédiatrique et surtout en échographie cardiaque, c'est de manière générale, il faut savoir raisonner. Hein, faire des images d'échographie cardiaque sans comprendre ce qu'on fait n'a absolument aucun intérêt parce que, comme vous le savez, ce sont des cardiopathies extrêmement complexes, notamment avec des shunts. Et ces shunts, il va falloir les expliquer, les explorer. Donc, il va falloir essayer de comprendre ce que vous voyez. Alors, quels sont les objectifs principaux en cardiologie pédiatrique? La première chose, c'est de savoir oui ou non s'il y a un shunt significatif. Donc ça, vous avez eu le cours de physiologie avec le professeur Bonnet, je ne reviendrai pas dessus, bien sûr. Par contre, c'est de savoir est-ce qu'il y a une importance du shunt. Donc, calculer un QPQS. Est-ce qu'on peut calculer un QPQS en échographie? Oui, on peut le faire en faisant ce qu'on appelle une étévis sous-aortique et en calculant un débit, exactement comme on fait pour calculer un débit cardiaque. On peut le faire aussi au niveau du débit pulmonaire, au niveau de la valve. Cependant, en raison de la forme de la valve pulmonaire, les valeurs sont très imprécises et on l'utilise très peu et nous, à Necker, on ne l'utilise pas. Donc, on ne détermine pas de QPQS en échographie à Necker en raison de la très mauvaise spécificité et sensibilité de ces mesures. Par contre, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les pressions pulmonaires et quelles sont surtout les résistances pulmonaires. Et ça, il faut que vous compreniez que ça va être votre objectif numéro un, quelle que soit la cardiopathie, comment sont les résistances pulmonaires, que vous ayez une CIV, un troncus, un canal et même une CIA. D'accord? Donc, retenez toujours que le but de la cardiologie pédiatrique, un des grands buts, c'est de savoir comment sont les résistances vasculaires pulmonaires. Pourquoi? Parce que ces résistances vasculaires pulmonaires vont nous permettre de savoir si oui ou non un shunt est fermable ou pas. D'accord? Donc, on va commencer. Comment maintenant on peut estimer les pressions, ces fameuses pressions pulmonaires? Donc, il y a en fait à peu près 3 grandes façons en échographie. Donc là, moi, je parle que de l'échographie cardiaque, bien sûr, pour mesurer des pressions pulmonaires. La première, c'est l'IT. Qu'est-ce que c'est que l'IT? Donc, vous savez qu'en échographie, en cas de cavité, il y a des fuites pulmonaires qui sont physiologiques. Donc, les fuites qui sont physiologiques, c'est la fuite tricuspide et la fuite pulmonaire. Vous pouvez aussi avoir une fuite de la valve mitrale qui peut être physiologique quand l'enfant est très tachycarde, quand il est en insuffisance cardiaque, par exemple. Mais les fuites physiologiques de base sont l'IT et l'IP. Alors, pourquoi on traque l'IT et l'IP? Parce que c'est un moyen assez sûr et assez fiable de permettre d'estimer quoi pour la fuite tricuspide? D'estimer les pressions artérielles pulmonaires en systole. Donc ça, c'est très important. Parce que ce gradient-là, enfin, cette valeur-là va nous permettre, s'il n'y a pas de sténose valvulaire pulmonaire, et ça j'insiste, hein, il faut qu'il n'y ait pas d'autres obstacles du cœur droit, d'estimer les pressions pulmonaires. Parce que qu'est-ce que ça montre la PAPS? C'est un gradient entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Ça, on peut appliquer Bernoulli. D'accord? Et donc, vous allez avoir un gradient entre le ventricule droit et l'oreillette droite grâce à la fuite tricuspide, hein, qui est mesurée ici. Donc, pour les non-initiales l'échographie, ici, vous avez ce qu'on appelle le zéro, hein, et ici, donc, ce qu'on appelle un flux Doppler, et vous avez les vitesses ici. Et donc, la vitesse ici, la Vmax, va être un gradient entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Donc, pour rappel, normalement, dans l'oreillette droite et dans le ventricule droit, les pressions sont très basses. Elles sont entre 2 et 5 dans l'oreillette droite et en général entre 10 et 20 dans le ventricule droit. Donc ensuite, on va voir quelles sont les valeurs de l'IT physiologique. Mais normalement, à droite, vous avez des pressions qui sont extrêmement basses, qui ne doivent pas dépasser 20 mm de mercure, puisque les résistances pulmonaires sont très basses. Donc, un des grands moyens, c'est l'IT, s'il n'y a pas d'obstacle au niveau de la valve pulmonaire, puisque ça va être le reflet, quand les valves sont ouvertes, des pressions pulmonaires. D'accord? Mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas, parce que c'est vraiment tout l'objectif de ce cours. C'est comment on mesure des pressions pulmonaires. Le reste, vous allez les avoir dans les autres cours.
Un des grands autres moyens de mesurer plus directement les pressions pulmonaires, puisqu'on va avoir d'autres valeurs. Donc là, l'IT, c'est les pressions pulmonaires en systole. Maintenant, on va avoir un moyen assez fiable et beaucoup mieux corrélé au cathétérisme cardiaque. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. L'IP. Alors, l'IP, qu'est-ce que c'est? Donc, vous savez que normalement, la valve pulmonaire, elle est fermée en diastole pour que le cœur puisse se remplir. Donc, vous allez avoir la fuite pulmonaire qui peut être physiologique. Donc, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle la fuite pulmonaire, donc en diastole, qui est ici. Ici, ce qu'on appelle la protodiastole, proto pour début de la diastole. Et ici, la télédiastole. Donc, ensuite, on va voir à quoi ça correspond. Mais donc, cette fuite pulmonaire, alors en général, elle est assez difficile à avoir. Il faut vraiment que vous ayez une très belle enveloppe, c'est-à-dire que vous ayez le début donc de la diastole, la protodiastole, et vraiment la fin ici qui correspond au gradient transpulmonaire de la diastole. Pourquoi cette fuite pulmonaire, elle est importante? Parce que cette fuite pulmonaire, elle va nous permettre d'estimer quelque chose de très important et assez directement, c'est la pression pulmonaire moyenne. Et vous le savez ou vous ne le savez pas, mais on va le voir juste après, que l'hypertension artérielle pulmonaire est définie par une augmentation des pressions artérielles pulmonaires moyennes. D'accord? Et donc, cette fameuse valeur qui va nous permettre de savoir si oui ou non il y a une maladie artériolaire ou une maladie liée à une défaillance du ventricule gauche. Donc, c'est pareil, les pressions artérielles pulmonaires moyennes, c'est le gradient entre l'artère pulmonaire et le ventricule droit en protodiastole, comme je vous l'ai dit, donc en début de diastole. Et ici, vous avez le gradient transpulmonaire qui est le reflet de la fuite pulmonaire en télédiastole. Alors, un autre moyen de connaître les pressions pulmonaires et pourquoi on est content quand on a un shunt. Alors, on n'est pas content, bien évidemment, parce que vous connaissez les risques des shunts, c'est-à-dire l'hypertension artérielle pulmonaire, mais ces shunts vont aussi nous permettre d'estimer les pressions pulmonaires. Et donc, il y a deux grands types de shunts, vous le savez, c'est le canal artériel et les CIV. Pourquoi ça va nous permettre d'estimer les pressions artérielles pulmonaires? Parce qu'on va pouvoir appliquer Bernoulli dans les CIV, alors pas dans toutes les CIV, dans les CIV quand elles sont petites, parce que Bernoulli, vous savez, normalement, c'est un tube avec un rétrécissement. Et dans le canal artériel, normalement, nous n'avons pas le droit d'appliquer Bernoulli, puisque le Bernoulli, on doit l'appliquer uniquement quand il y a une sténose. Souvent, les canaux artériels sont des longs tubes où il n'y a pas de sténose. Donc, on fait une approximation, hein, on l'utilise un peu par défaut, mais normalement, nous n'avons pas le droit d'appliquer Bernoulli dans un long tube. Mais quand même, on va pouvoir avoir le reflet des résistances vasculaires pulmonaires en systole et en diastole, parce que les pressions artérielles pulmonaires en systole sont la valeur de la pression aortique, donc celle que vous mesurez au brassard en prenant la pression artérielle tout simplement, moins le gradient max du canal artériel ou de la CIV. C'est la même chose. Donc, ces trois moyens-là, et ça, c'est ce qu'on va toujours chercher à savoir quand on fait de la cardiologie congénitale, c'est de savoir quelles sont les pressions pulmonaires, uniquement. Un autre moyen de savoir si on a un peu d'hyperpression, alors c'est la courbure septale. Alors, la courbure septale, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer? Elle ne va pas nous indiquer les résistances pulmonaires ni les pressions pulmonaires, mais elle va nous indiquer les pressions dans les ventricules. D'accord? Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, quand on est en systole, la pression pulmonaire, elle va être liée à une hypertension dans le ventricule droit en systole, puisqu'on est en systole. D'accord? Donc ça peut être lié à une hypertension artérielle pulmonaire. C'est un reflet indirect, et je dis bien indirect, d'hypertension artérielle pulmonaire. D'accord? Parce que ça va nous dire si oui ou non il y a trop de pression dans le ventricule droit qui va être liée à une hypertension pulmonaire. Mais en aucun cas, on ne peut toujours dire que parce qu'on a une courbure septale plate, on a une hypertension artérielle. Ça peut être un reflet indirect. D'accord? Et en diastole, par contre, la surcharge, donc la courbure septale en diastole, ça va être une surcharge en volume et pas en pression. Et donc, qu'est-ce qui donne une surcharge en volume dans les cardiopathies congénitales? C'est les CIA. Hein. Vous savez que c'est des shunts en diastole parce que la compliance du ventricule droit est normalement bien meilleure que la compliance du ventricule gauche. Les RVPA qui peuvent être plus ou moins associés au CIA, une grosse fuite tricuspide ou une grosse fuite pulmonaire. Est-ce que ça va jusque-là? Bon, je ne sais pas si vous pouvez parler ou pas.
Alors, quelles sont les variations de pression pulmonaire en fonction de l'âge? Donc, pour les cardiologues adultes, sachez que les valeurs sont différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Et plus vous vieillissez, plus les valeurs de pression pulmonaire augmentent. Donc, ici, on voit que chez l'enfant, le petit enfant, la pression pulmonaire en systole, hein, je parle toujours en systole, c'est écrit ici, en millimètres de mercure, sont comprises entre 18 et 34 pour la femme jeune. Alors, on n'a pas de table malheureusement pour l'enfant, mais retenez que c'est un peu comme la femme jeune, c'est-à-dire 30-35 pour les enfants. D'accord? Et vous voyez qu'il y a quand même des valeurs assez différentes quand on vieillit, puisque c'est plutôt 40-45 chez l'adulte. Les hommes ont des pressions pulmonaires un tout petit peu plus élevées, mais franchement, chez les enfants, ce n'est pas du tout significatif. Alors, maintenant, comment on évalue la pression dans l'oreillette droite? Alors, pourquoi ça nous intéresse la pression dans l'oreillette droite, hein? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, à chaque fois qu'on va estimer les pressions artérielles pulmonaires systoliques, on va rajouter la pression dans l'oreillette droite. Et comment on l'estime? Ce n'est pas évident de l'estimer parce que ce n'est pas une valeur qui va être extrêmement fiable. C'est en regardant ce qu'on appelle les variations respiratoires de la veine cave inférieure. Donc, on se met en échographie sur le foie et puis on va regarder comment cette veine cave inférieure se déprime. Et ça va nous permettre d'avoir une estimation approximative de la pression dans l'oreillette droite. Alors, quand la veine cave inférieure se déprime complètement, on estime un petit peu en surestimant, hein, parce que normalement, souvent, la pression dans l'oreillette droite, la valeur, c'est entre 2 et 5 mm de mercure, je le rappelle. Donc, en estimant, en surestimant un petit peu, on dit que la pression dans l'oreillette droite, quand elle est minimale, elle est à 5 mm de mercure. Et puis ensuite, vous avez, si elle se déprime de plus de 50%, qu'elle ne se déprime pas, mais qu'elle se déprime de plus de 50%, c'est 10, de moins de 50% avec une taille que vous voyez ici, c'est 15. Et vraiment, quand les veines sus-hépatiques sont très dilatées ou que ça ne varie pas, on estime la pression dans l'oreillette droite à 20 mm de mercure. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est là une définition sur la pression artérielle pulmonaire moyenne. Et donc, la pression artérielle pulmoyenne moyenne, la définition, c'est supérieur à 20 mm de mercure. Les guidelines ont changé en 2018. Avant, c'était 25 et maintenant, c'est 20. Donc, comment on l'estime? Eh bien, on l'estime, comme je viens de vous le dire, sur l'IP, si on en a une, si on a la chance d'en avoir une, parce que cette IP eh bien, va nous permettre en télédiastole d'avoir directement ce chiffre de pression artérielle pulmonaire moyenne, comme ici. Et donc, cette pression artérielle pulmonaire, c'est le gradient transcapillaire plus la part postcapillaire. Donc, on peut avoir plusieurs types d'hypertension artérielle pulmonaire. On peut avoir une hypertension artérielle pulmonaire qui va être liée, comme vous le savez, à une pathologie du capillaire pulmonaire, une maladie artériolaire qui est secondaire ou primitive à une pathologie pulmonaire. Et bien sûr, en cardiologie congénitale, à une part post-capillaire qui va être liée à quelle que soit la pathologie du cœur gauche. Ça peut être une défaillance musculaire du cœur gauche, hein, un grand nombre, pas toutes, mais de maladies musculaires du cœur gauche vont donner une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche par une dysfonction diastolique en augmentant ce qu'on appelle la pression télédiastolique du ventricule gauche. Et surtout des obstacles. Les obstacles du cœur gauche, quels qu'ils soient, vont augmenter la pression dans les parties gauches du cœur et notamment dans l'oreillette gauche et puis donc évidemment qui vont retentir dans les veines pulmonaires et donc augmenter la pression capillaire. Attention, c'est très différent, la pression capillaire de la pression télédiastolique du ventricule gauche, puisqu'on peut avoir un cœur qui fonctionne très bien, hein, mais un obstacle entre, par exemple, comme dans les membranes supramitrales ou le cœur triatrial, un obstacle entre le ventricule gauche à l'intérieur de l'oreillette gauche et les veines pulmonaires. Donc, tout ça, ça peut donner une dysfonction, une hypertension artérielle pulmonaire gauche qui va retentir sur les pressions pulmonaires. Et une troisième raison qui est liée à surtout notre spécialité, c'est ce qu'on appelle de l'hyperdébit. Hein. Donc, tous les chantes qui vont chanter dans le sens donc gauche-droite, hein, qui vont amener du sang dans les poumons, il y aura un hyperdébit pulmonaire, une élévation des pressions pulmonaires liée à cet hyperdébit.
Alors, maintenant, est-ce que, on peut toujours estimer, les pressions pulmonaires et l'IT? Est-ce que si j'ai une IT, je peux dire: «Ah bah voilà, c'est sûr, les pressions pulmonaires, si j'ai 3 mètres par exemple, sur l'IT, est-ce que ou 4 mètres, est-ce que j'ai une hypertension artérielle pulmonaire?» Eh ben non, malheureusement, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le reflet du gradient entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Et donc, ce gradient, il va être aussi le reflet de tout ce qui va se passer après le ventricule droit. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un obstacle entre ce fameux ventricule droit et le lit capillaire pulmonaire? Donc, si j'ai un obstacle pulmonaire, je ne peux pas parler d'hypertension pulmonaire, je vais parler d'hypertension du ventricule droit. Attention, et ça c'est très important de faire la différence parce que je ne pourrai pas estimer cette fois-ci les pressions pulmonaires. Par contre, si j'ai un seul obstacle pulmonaire, je peux estimer parce que je vais avoir, par exemple, sur la fuite pulmonaire, un gradient transpulmonaire sur l'IP et là, je pourrais estimer les pressions pulmonaires. Par contre, si j'ai des obstacles étagés au niveau du cœur droit, je ne pourrai pas estimer, par exemple, dans le falot, hein, surtout ne mesurez pas l'IT dans le falot, parce que dans le falot, il y a plusieurs choses où on ne peut pas mesurer l'IT. C'est que j'ai des obstacles étagés, j'ai une sténose valvulaire, j'ai une sténose infundibulaire, voire des sténoses des branches. Et donc, je ne peux pas estimer les PAPS sur l'IT, donc ne mesurez jamais, jamais une IT dans le falot. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la physiologie si on fait ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est très important et pourquoi on va aussi traquer la pression dans l'oreillette gauche? Alors, comment déjà on peut mesurer la pression dans l'oreillette gauche? Ben, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent. C'est si j'ai une CIA ou un FOP, une CIA restrictive, pardon, j'ai une faute de frappe, ou si j'ai un FOP, un foramen ovale perméable. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir estimer le gradient, toujours pareil, entre l'oreillette gauche et l'OD avec une estimation de la POD. Pourquoi c'est très important? Parce que quand j'ai la chance d'avoir un FOP et si j'ai de l'hypertension artérielle pulmonaire, je peux avoir une idée de si c'est pré ou post-capillaire. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la coartation, un enfant qui naît avec une coartation, il peut y avoir donc une défaillance cardiaque gauche, une surcharge diastolique liée à la coartation, mais aussi une hypertension artérielle pulmonaire. Et parfois, on a un petit peu de mal à faire le distinguo entre les deux, c'est de savoir est-ce que c'est un enfant qui a des résistances pulmonaires qui ne se sont pas encore beaucoup baissées parce que cet enfant vient de naître, ou est-ce que là, j'ai vraiment un retentissement de la cardiopathie, notamment sur le cœur gauche? Et bien, j'ai un moyen simple et assez fiable de le voir, c'est en estimant la POG. Alors, comment je fais pour estimer la POG? Eh ben, en fait, on se met souvent pour voir la CIA ou les FOP, on se met. Donc ici, vous avez une coupe d'échographie cardiaque. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, c'est le foie. Donc, nous, les FOP et les CIA, pour les cardiologues adultes qui font, voilà, on fait vraiment que du sous-costal, hein, surtout chez les petits, c'est très facile. Et pour les pédiatres, donc c'est assez simple, hein, c'est un défect entre les deux oreillettes. Et donc, ce défect, il va nous permettre d'estimer une vélocité, hein, donc un gradient, toujours Bernoulli, qui va être ici reflété par une vélocité max et qui va me permettre d'avoir une estimation de la pression dans l'oreillette gauche. Donc, normalement, il n'y a pas de différence de pression dans l'oreillette gauche puisque la pression dans l'oreillette gauche normale, c'est entre 5 et 8 mm de mercure. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la pression dans l'oreillette droite normale, c'est entre 2 et 5. Donc, je n'ai pas de gradient à l'état basal normalement quand j'ai un FOP ou une CIA. Attention, c'est différent quand on a une large CIA ou même une large CIV. Ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on a un large défect, on égalise les pressions. D'accord? Et comme on égalise les pressions, on ne peut plus estimer malheureusement la pression pulmonaire, puisque c'est plus le reflet de la pression pulmonaire, c'est égalisé. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'espère. Donc, quand j'ai la chance d'avoir un FOP, je peux estimer le gradient entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, et je peux savoir si la pression dans l'oreillette gauche est élevée. Donc, comment je fais? Bah, ici, j'ai la vélocité, c'est 2,4 m. Donc, normalement, je dois avoir moins d'un mètre 5 sur le gradient d'un FOP ou d'une CIA restrictive, pardon. Si j'ai plus, c'est que j'ai une élévation de l'oreillette gauche. D'accord? Et donc, si j'ai une élévation de l'oreillette gauche, ça veut dire que j'ai une évaluation des pressions dans le capillaire
et donc que j'ai une part post-capillaire et donc que je peux estimer qu'il y a une défaillance cardiaque gauche liée à quelle que soit la pathologie. Donc ça, c'est très important parce que ça va vraiment nous permettre de faire le distinguo entre une défaillance cardiaque gauche et ou une non-baisse des résistances vasculaires pulmonaires, ce qui est parfois assez difficile. Alors, donc, quelque chose d'important à retenir, c'est que pour les CIV, pour estimer les CIV, il y a deux choses. La première chose, c'est que vous comprendre deux trucs très importants en cardiologie congénitale, c'est que vous le savez, j'espère, parce que vous avez eu quand même déjà pas mal de cours, ou alors on va le redire jusqu'à ce que ce soit bien admis, c'est que le sens du shunt dépend des résistances vasculaires, pulmonaires et systémiques. Et ça, c'est très important à comprendre. Il faut retenir que ça. Ça veut dire que on ne doit pas parler de shunt droite-gauche ou de shunt gauche-droite. Quand on parle d'un shunt, on dit le shunt dépend des résistances vasculaires, pulmonaires, systémiques et pulmonaires. Et c'est comme ça qu'il faut toujours raisonner. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la CIV, c'est un shunt gauche-droite ou droite-gauche. Non, on regarde en échographie comment est le sens du shunt et c'est ce sens-là qui va nous permettre de raisonner sur les résistances vasculaires. Donc, c'est ça qui va nous aider encore une fois. Je vous le rappelle, le but étant de savoir comment sont les résistances vasculaires pulmonaires pour savoir si oui ou non on va fermer ce shunt. Alors, bien sûr, dans les cas un peu frontières, on va aller au cathétérisme cardiaque. Mais si on peut éviter le cathétérisme cardiaque, on l'évite. Mais surtout, c'est assez simple et non invasif. Et c'est toujours ce qu'on va vouloir savoir. Donc, je le répète, dans une CIV, il faut savoir, on regarde en échographie, hein, on a des moyens de savoir comment sont les résistances vasculaires pulmonaires et systémiques. Alors, le shunt, il va être gauche-droite si les résistances vasculaires pulmonaires sont infrasystémiques. Et c'est tout. Et c'est la seule chose qu'il faut retenir. Si j'ai de l'hypertension artérielle pulmonaire, mais que cette hypertension artérielle pulmonaire est en dessous des résistances vasculaires systémiques, ça va toujours continuer à shunter dans le sens des résistances vasculaires les plus basses. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'hypertension. Ça veut dire que les résistances vasculaires pulmonaires sont inférieures aux résistances vasculaires systémiques. Et ça aussi, il faut bien le comprendre. D'accord ? On peut avoir une hypertension, mais encore avec du shunt. Ça, c'est très important. L'autre chose très, très importante à comprendre, c'est que quand j'ai une large communication, comme je vous l'ai dit précédemment, une large CIV, cette large CIV va égaliser les pressions. Donc, cette large CIV va égaliser les pressions. Dans l'échographie, ma vélocité, comme vous le savez, hein, comme c'est Bernoulli, la vélocité, elle va être très basse. Donc, je ne pourrai pas avoir... donc, comme ma vélocité va être très basse, j'aurai plus ça pour m'aider pour évaluer les PAP. J'aurai des PAPS qui vont augmenter parce que je vais avoir une large CIV qui va égaliser les pressions. D'accord ? Et ensuite, le sens du shunt va me dire si oui ou non les résistances vasculaires pulmonaires sont infrasystémiques ou pas. L'autre chose, c'est qu'on peut mesurer la saturation. La saturation, c'est un excellent moyen de savoir dans quel sens le shunt sens tout simplement. Parce que si l'enfant est bleu, c'est que j'ai un shunt qui change droite-gauche. Donc, toujours comprendre deux choses. La première, c'est que ça chante toujours dans le sens des résistances. Et l'autre chose, qu'il faut distinguer les résistances et les pressions. Les résistances, c'est pour les vaisseaux. Les pressions, c'est pour les ventricules. Maintenant, il y a des choses qui peuvent un petit peu modifier notre raisonnement. C'est les lésions associées. Pourquoi les lésions associées, les sténoses pulmonaires ou le rétrécissement? Parce qu'en fait, ça va modifier la compliance du ventricule. D'accord ? Et quand on modifie la compliance du ventricule, la compliance du ventricule, prenons un exemple, j'ai une CIV avec une sténose pulmonaire. Si j'ai une CIV avec une sténose pulmonaire, la sténose pulmonaire va faire, en fonction bien sûr du degré de la sténose pulmonaire, mais prenons une sténose pulmonaire serrée, la sténose pulmonaire va augmenter la pression dans le ventricule droit. D'accord ? Et donc, la CIV qui, elle, va toujours chanter dans le sens des résistances, va toujours chanter dans le sens des résistances les plus faibles. D'accord ? Puisqu'on est toujours dans le même raisonnement, résistance vasculaire pulmonaire systémique. Par contre, comme la pression va beaucoup augmenter dans le ventricule droit, mon débit qui va traverser la valve pulmonaire va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre, même si ça chante toujours dans le même sens parce que les résistances vasculaires sont inférieures. Donc, il faut faire attention au raisonnement parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir se gréver et notamment
tout ce qui va modifier la compliance des ventricules. Donc, à droite, ça va être les sténoses valvulaires pulmonaires. À gauche, ça va être le rétrécissement aortique, qui lui aussi va modifier la compliance du ventricule, puisque je vais augmenter la pression dans le ventricule gauche, et donc je vais augmenter le sens du shunt à travers la CIV. Donc ça, c'est des raisonnements un petit peu plus complexes, mais c'est des raisonnements qui sont très importants pour comprendre la surcharge volumétrique des ventricules gauches. L'autre chose qui va aussi pas mal modifier la physiologie des CIV et ce qu'on va voir en échographie, donc vous savez que quand on a un shunt qui est gauche-droite, on va avoir de la surcharge, donc une hyperdébit pulmonaire, et cette hyperdébit pulmonaire va retentir, puisque je vais avoir une hyperdébit pulmonaire, ça va retentir, on l'a vu, sur les pressions pulmonaires. Une augmentation des pressions pulmonaires va faire que je vais avoir une augmentation volumétrique dans l'oreillette gauche et donc dans le ventricule gauche. Et qu'est-ce qui va se passer en échographie? Eh bien, je vais avoir une dilatation des cavités gauches. D'accord? Quand j'ai un shunt significatif, j'ai toujours une dilatation des cavités gauches. C'est écrit ici. Maintenant, est-ce que j'ai toujours ça? Eh bien non, parce que sinon la cardiologie congénitale, ce ne serait pas aussi intéressant. Il y a des choses associées qui peuvent modifier ce raisonnement, notamment une large CIA. Alors pourquoi ça va modifier? Parce que la large CIA, ici, quand elle est associée, va nous déprécharger le ventricule gauche. Je sais qu'on vous a appris que les CIA, ça chantait en fonction de la compliance des ventricules, et ça ne change pas. La CIA, ça chante toujours en fonction de compliance des ventricules, mais une large CIA déprécharge le ventricule gauche, et votre raisonnement va être modifié parce que les cavités gauches ne vont pas être dilatées dans ce cas-là. Et ça ne veut pas dire que la CIV n'hyperdébite pas, ça veut dire qu'elle est dépréchargée par la CIA. Alors, maintenant, comment on évalue? Comme je vous l'ai dit, c'est toujours pareil que ce soit un canal artériel ou une CIV. Le but, c'est toujours d'avoir les pressions artérielles pulmonaires. Donc, on va utiliser Bernoulli. Donc, je crois que le docteur Illy, elle vous a fait des cas cliniques. Donc, moi, je vais en faire 2-3. Je ne vais pas beaucoup insister parce qu'elle vous en a fait déjà pas mal et vous allez avoir encore une session. Donc, ce qui est très important aujourd'hui de comprendre, c'est qu'il faut pouvoir estimer les pressions pulmonaires IT, IP ou shunt. Et voilà. Donc, grâce à Bernoulli, on va avoir une estimation des pressions artérielles pulmonaires en systole. Comment on va faire ça? Donc, quand on a un shunt, on va avoir une vélocité qui soit sur le canal ou qui soit sur la CIV. On va mesurer un gradient entre le ventricule gauche et le ventricule droit, ça c'est la CIV. On va mesurer une vélocité sur le canal artériel qu'on va appeler la Vmax. Et donc, par le théorème de Bernoulli, vous savez que normalement, la différence de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit, toujours en systole, c'est égal à la vitesse au carré multipliée par 4. Et cette formule, ça va nous permettre, comme on va connaître la pression artérielle, puisqu'il suffit de mesurer la PVG normalement s'il n'y a pas d'obstacle, la pression dans le ventricule gauche, s'il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire s'il n'y a pas de rétrécissement aortique, s'il n'y a pas de rétrécissement supra-valvulaire aortique ou de coartation, la pression dans le ventricule gauche est à peu près égale à la pression que vous allez mesurer au brassard. Donc, vous prenez la pression de brassard de votre patient, vous allez avoir une estimation de sa pression dans l'aorte, et cette pression dans l'aorte, en mesurant la vitesse, par exemple, on va prendre une CIV restrictive à 4 mètres par seconde, va nous permettre d'avoir les pressions artérielles pulmonaires en systole. Donc ça, c'est toujours, on utilise toujours ce raisonnement-là. C'est très simple. Si la vitesse est supérieure à 4 mètres par seconde, c'est pour ça qu'on appelle ça une CIV restrictive quand elle dépasse 4 mètres par seconde. C'est parce qu'on est sûr que les résistances vasculaires pulmonaires chez cet enfant sont inférieures à un tiers de la systémique en faisant le calcul. Donc, le cut-off qu'on retient, où on est sûr, c'est 4 mètres par seconde. L'autre chose, comme je vous l'ai dit, c'est la courbure septale. Donc, la courbure septale en systole, est-ce qu'elle est ronde, aplatie ou inversée? Et bien sûr, toujours la fuite pulmonaire pour l'estimation des pressions artérielles pulmonaires moyennes et des pressions artérielles pulmonaires en diastole. Alors, on va apprendre, et par exemple, on va faire quelques exercices, mais ce n'est vraiment pas le plus important du cours. Après, je préfère qu'on insiste un peu sur les questions.
parce que c'est surtout ça qui est important. Donc, vous avez un nouveau-né prématuré qui a des pouls amples et bondissants aux 4 membres, une tension à 40-16. Donc, vous voyez que la diastole est très basse, donc, parce que le canal artériel, ça fait un vol diastolique et un souffle continu. Donc, ça, c'est un canal artériel. On va passer juste. Donc, le fameux trépied. Donc, en échographie cardiaque, il faut absolument que vous ayez ce trépied-là, parce que sinon, vous allez confondre l'artère pulmonaire, comme on le fait souvent, avec le canal artériel. Si jamais ce canal chante droite-gauche, vous allez toujours le confondre avec l'artère pulmonaire. Donc, il faut essayer d'avoir une coupe comme ça sans couleur et ensuite mettre la couleur pour savoir dans quel sens le canal artériel chante. Et ça va nous permettre, encore une fois, d'estimer les pressions pulmonaires et les résistances vasculaires pulmonaires. Donc là, vous voyez qu'en systole, je sais que je suis en systole parce que j'ai du sang bleu dans les artères pulmonaires. Et je vais avoir un shunt qui va être gauche-droite en systole, témoignant de résistance vasculaire pulmonaire infrasystémique chez cet enfant. C'est comme ça qu'on raisonne. Alors, ça, on va passer. Donc, imaginez que vous avez un enfant de 4 mois. Alors, on va passer celui-là. Ce n'est pas celui-là que je vais vous montrer. Je suis désolée, j'en ai beaucoup. Hop, hop, hop. Alors, c'est ça. Donc, je voudrais qu'on insiste un petit peu sur ça s'il y a des néonatologues parmi vous, parce qu'il faut encore une fois bien distinguer les résistances vasculaires pulmonaires, l'hypertension artérielle pulmonaire et les pressions dans les ventricules. Donc, ce qui arrive très souvent, c'est qu'en néonat, les enfants prématurés ou même des enfants qui ont des détresses respiratoires n'ont pas des résistances. Donc, vous savez que normalement, les résistances vasculaires pulmonaires, elles doivent baisser dans les premières heures, au premier jour, on va dire dans les 3 semaines de vie de manière assez physiologique, pour avoir des résistances vasculaires pulmonaires infrasystémiques. Donc, quand ces enfants ne baissent pas leur résistance vasculaire pulmonaire, c'est une maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né transitoire ou pas. Maintenant, il y a des maladies qui peuvent être associées à l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, vous savez, les néonates, les bronchodysplasies, mais surtout, par exemple, les hernies de Kupol diaphragmatique. Nous, on en a beaucoup à Necker. Et toute la question est de savoir comment vont être, est-ce que cet enfant va avoir une hypertension artérielle pulmonaire ou pas suprasystémique. Donc, comment on fait pour savoir si oui ou non cet enfant a une hypertension artérielle pulmonaire suprasystémique? Donc, c'est dommage que ce ne soit pas un cours interactif, mais vous avez un enfant qui a un canal artériel, comme je vous l'ai dit. Quand on a un enfant qui a un canal artériel, le moyen très efficace de savoir s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, c'est de regarder le sens du shunt du canal artériel. Voilà. Donc, si j'ai un canal qui chante droite-gauche, et c'est très simple, je n'ai même pas besoin de faire l'échographie, je mets une SAT en bas, je mets une SAT en haut, et si j'ai un différentiel de saturation entre les deux, c'est que j'ai un shunt droite-gauche, et ça ne peut être que le canal si j'ai une différentielle de SAT. Si j'ai une différentielle de SAT en mesurant la saturation dans tuyau pour membrane, c'est que j'ai forcément un canal artériel. Ça, c'est obligatoire. Donc, j'ai une différence de saturation, j'ai un canal qui chante droite-gauche. Ça veut dire que mes résistances vasculaires pulmonaires sont suprasystémiques en systole. Donc, évidemment, ça, c'est très important à comprendre. Et le néonat, il vous dit, mais je ne comprends pas, pour moi, j'ai fait l'échographie, et ça, c'est un peu tout le temps, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ça, et que j'aimerais que vous compreniez juste, si vous comprenez que ça, c'est très bien aujourd'hui. Il fait l'échographie, il vous dit qu'en systole, quand il a fait l'échographie, il y a une courbure qui est plate. Et il ne comprend pas, il vous dit qu'il ne comprend pas parce que pour lui, ce n'est pas une hypertension artérielle suprasystémique, c'est une hypertension artérielle qui est isosystémique parce qu'il vous dit que la courbure septale est plate. Donc non, comme je vous l'ai dit, quand on a un gros shunt, qu'il soit une CIV ou un canal artériel, ce shunt va égaliser les pressions. Donc vous ne pouvez plus raisonner sur cette courbure septale. Et ça, c'est très important à comprendre. On ne raisonne plus pour les résistances vasculaires pulmonaires ou les pressions sur la courbure septale si vous avez un large shunt. Il faut raisonner vraiment uniquement sur le large de shunt, sur le sens du shunt. D'accord? Donc, si j'ai un shunt droite-gauche, j'ai une hypertension artérielle pulmonaire suprasystémique qui, avec un large shunt, qui est le gros canal artériel, qui lui va égaliser les pressions.
Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Bah, écoutez, je pense qu'on va finir là parce que je préfère qu'on insiste sur les questions. Parce que j'ai des cas cliniques, si vous avez des questions pour qu'on peut revoir, mais c'est les cas cliniques qui vont déjà être faits et refaits. Alors, je vais répondre à toutes les questions que je vois et je préfère vraiment, encore une fois, qu'on insiste. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question sur l'IP télésystolique, palité, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, je reviens dessus parce que c'est hyper important. Donc, quand j'ai une IP, je mesure les pressions artérielles pulmonaires moyennes en télésystole. Je le répète, ici, c'est la télésystole, c'est le début de la diastole, télé, début. Et en télédiastole, j'ai le reflet, donc ça, c'est les pressions artérielles moyennes. Et en télédiastole, j'ai le reflet du gradient transpulmonaire. Très important. Donc, je ne suis pas du tout dans la systole pour l'IP. L'IP, ça me permet d'estimer l'IP APM et le gradient transpulmonaire, qui est le reflet de la pression en diastole. Très important. L'IT, systole, IP, PAPM plus pression diastolique. Ensuite, j'ai quelqu'un qui me pose la question d'un compliance du ventricule. Oui, je peux réexpliquer ce que c'est que la compliance du ventricule. Alors, la compliance du ventricule. Donc, la compliance, qu'est-ce que c'est? La compliance du ventricule, c'est, il faut imaginer un ballon de baudruche, c'est-à-dire la compliance, la définition, c'est la capacité d'un ventricule à augmenter son volume sans augmenter sa pression. D'accord? Donc, vous savez, normalement, dans un cœur en Syrie, le débit au niveau, le débit pulmonaire et le débit systémique, quand il n'y a pas de chante, il est égal. QP égale QS, d'accord, égale 1. Maintenant, normalement, vous avez vu que la pression dans le ventricule gauche, c'est la pression au brassard, donc chez un adulte, c'est 120, et la pression dans le ventricule droit, c'est 20. Donc forcément, ça veut dire que votre compliance de ventricule, ce n'est pas la même, puisque j'ai la même quantité de sang, mais pas la même pression. La compliance d'un ventricule, notamment la compliance d'un ventricule droit, c'est la capacité d'un ventricule à augmenter son volume sans augmenter la pression, notamment le ventricule droit. C'est un ventricule qui est extrêmement compliant, c'est-à-dire qu'il accepte autant de volume que le ventricule gauche, mais qui n'augmente pas sa pression. Quand vous avez une CIA, les CIA, ça chante en diastole, d'accord? Et les chantes en diastole, et la CIA est l'unique exemple, ça chante en fonction du remplissage, parce que c'est le moment où le cœur va se remplir, donc ça chante en fonction de la compliance. Le sang, il va là où c'est facile. Ça, c'est très important à comprendre. Le sang, il va là où c'est facile quand le cœur se remplit. Si le ventricule droit, il se remplit plus facilement parce qu'il n'augmente pas sa pression, eh ben, il va aller du côté du ventricule droit. Par contre, si j'ai un obstacle au niveau du ventricule droit, comme une sténose valvulaire pulmonaire, qui va beaucoup, beaucoup augmenter la pression dans le ventricule droit et donc beaucoup baisser la compliance du ventricule droit, dans ce cas-là, le shunt à l'étage atrial va chanter en fonction toujours de la compliance, mais là, il pourra chanter droite-gauche parce que la compliance du ventricule droit va être moins importante que la compliance du ventricule gauche. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Alors, le calcul, une autre question de Maris. Je n'ai pas compris l'exemple de la CIA avec vitesse supérieure à 2 mètres, c'est toujours pathologique car le reflet d'une POG élevée. Alors, encore une fois, la différence de gradient entre les deux oreillettes, elle doit être quasiment nulle. D'accord? Donc, la vitesse max entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, si la CIA n'est pas large, je le répète, parce qu'une CIA large égalise les pressions. Et dans ce cas-là, comment vous pouvez le voir? C'est facile. Prenons l'exemple d'un CAV. Vous savez tout ce que c'est qu'un CAV. Vous venez d'avoir le cours avec le professeur Bonnet. Un CAV, c'est, pour faire très simple et très schématique et vulgariser au maximum la cardiologie pédiatrique, c'est une CIA avec une CIV, d'accord, physiologiquement. OK? Donc, comment je sais qu'un enfant qui a une CIA et une CIV va avoir de l'hyperdébit? Donc, je vais avoir une CIV qui va être très large, qui va égaliser les pressions. Donc, là, par contre, je vais avoir une courbure septale qui va être plate puisque j'aurai une pression dans le ventricule gauche et le ventricule droit qui va être égale. Je vais avoir de l'hyperdébit parce que c'est un enfant qui, au début, va avoir des résistances vasculaires basses. Mais est-ce que les cavités gauches vont être dilatées? Non.
Parce que je vais avoir une large CIA qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va déprécharger le ventricule gauche. Donc, difficile, très difficile dans le CAV de savoir si oui ou non j'ai de l'hyperdébit. Comment je sais? Je sais parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hyperdébit, ça augmente les pressions pulmonaires. Donc, ça va augmenter les pressions pulmonaires où? Au niveau de l'oreillette gauche, puisque je vais augmenter le débit pulmonaire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais augmenter la pression dans l'oreillette gauche. J'ai une très large CIA, donc ça va égaliser la pression dans l'oreillette droite. Donc, la vitesse entre les deux, la vitesse max va être faible. D'accord? Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une élévation de la pression dans l'oreillette droite. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai une élévation de la pression dans l'oreillette droite? Je vais avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, veine cave très dilatée, veine sus-hépatique très dilatée et surtout, une hépatomégalie. Donc, un moyen très simple de savoir quand vous avez un CAV si l'enfant est hyperdébite, c'est de mettre une main sur le foie. D'accord? Donc, ça, c'est pour le cas où j'ai une large CIA. Maintenant, si j'ai un FOP, on va prendre une coartation. Un enfant qui a J3 de vie, qui a une coartation, il vient et j'ai un FOP qui est très véloce. Je commence l'échographie comme ça. J'ai un FOP qui est très véloce. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, je commence, je me dis, tiens, le FOP est très véloce. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma tête? Que j'ai un gradient de pression entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Ça veut dire que la pression de l'oreillette gauche, elle est beaucoup plus importante que l'oreillette droite, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, prenons la vitesse de 1 mètre par seconde pour faire simple, d'accord? Parce que normalement, c'est entre 0,5 et 1 mètre. Donc, quand j'ai plus de 1 mètre, je commence déjà à avoir une pression dans l'oreillette gauche qui va être un peu élevée. Donc, ça veut dire que je vais avoir quelque chose qui va augmenter la pression dans l'oreillette gauche. Donc, soit une dysfonction cardiaque gauche, soit un obstacle gauche. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Toujours. Quand j'ai un FOB véloce, c'est que je vois une dysfonction cardiaque gauche, soit un obstacle gauche, soit un hyperdébit. D'accord? Donc, j'espère que j'ai été simple, j'ai été claire pour la personne qui m'a posé la question. De la POG élevée. La POG, c'est le reflet soit d'une dysfonction, soit d'une hypertension pulmonaire, enfin, quelque chose qui est lié au cœur gauche, soit d'un hyperdébit. Alors, autre question, est-ce que vous utilisez le gradient moyen IT pour tracer l'ITV d'IT pour calculer les PAPM? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est fait chez les adultes, mais nous, on ne le fait jamais. Voilà, on ne le fait pas parce que ça n'a pas une très bonne sensibilité dans les études. Et l'autre raison, c'est que ça n'a pas été étudié chez l'enfant. Donc, c'est fait chez l'adulte, je le sais, mais par contre, nous, on ne le fait pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose en particulier? Je vais réexpliquer la diapo de Bernoulli. Alors, je recommence. Alors, il y a une personne parmi vous qui veut que je réexplique Bernoulli. Je réexplique, parce que c'est très important. Alors, donc, le théorème de Bernoulli, qu'est-ce qu'il vous dit, le théorème de Bernoulli? Il vous dit que lorsque vous avez... donc, normalement, le théorème de Bernoulli s'applique encore une fois à un tube avec une sténose. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que ça, c'est contre-intuitif. Pour maintenir un gradient de pression, on doit avoir... Donc, normalement, quand vous avez un tube de part et d'autre, vous avez la pression qui est égale partout. Ça, c'est un phénomène hydraulique. Maintenant, quand vous avez une sténose quelque part, pour maintenir la pression dans l'autre partie qui est à côté, il faut augmenter la vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif. Et donc, cette vitesse-là va être le reflet du gradient de pression entre les deux structures de part et d'autre de la sténose, qui va être elle-même proportionnelle au gradient de pression. Donc, plus ma vitesse max, c'est-à-dire l'accélération du flux à travers cette sténose va être élevée, plus mon gradient de pression entre ces deux structures va être élevé. C'est exactement pareil que, par exemple, pour les cardio-adultes ou même les pédiatres qui se souviennent un peu de leur cours de CN, pour le RAC. Vous vous souvenez que le RAC, on parle de RAC serré, quand le gradient il est supérieur à 40 mm de mercure. Ben, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que ce gradient-là, il va être le reflet, cette vitesse max va être le reflet de la différence de gradient de pression. Plus la vitesse va être élevée, d'accord, PVG moins PVD égale 4V au carré.
plus cette vitesse va être élevée, plus le gradient de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit va être élevé. Ça, c'est logique. Puisque la PVG, c'est égal à 4V au carré moins la PVD. Si je fais un truc tout simple. Hein. Plus, pardon. Oula, plus, excusez-moi. Donc, le théorème de Bernoulli, quand il y a une sténose, et encore une fois, je vous dis, on n'est pas censé l'appliquer sur un canal tubulaire, va être le reflet, va nous permettre, grâce à la vélocité, à la Vmax, d'estimer la différence de pression entre deux structures. Uniquement quand le trou est petit, quand il est restrictif. Quand j'ai un large trou, il faut imaginer deux caissons. Quand j'ai un large trou, si je fais un trou au milieu qui est très large, les deux vont s'équilibrer. Donc, le théorème de Bernoulli n'a de sens uniquement quand vous avez quelque chose de restrictif, un petit canal, une petite CIV, sinon la vitesse, elle va être basse parce que ça égalise les pressions. J'espère que j'ai été claire. Alors, quelqu'un me demande l'IP SVP, pouvez-vous expliquer? Oui, alors. Brûle, elle demande, est-ce que je peux réexpliquer les cas cliniques concernant QPQS, CIV, TAC et CIA? Nous ne les avons pas terminés hier. OK. Alors, j'ai des cas cliniques. Donc, je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais recommencer. Alors, quelque chose de très important, c'est que pour estimer le QPQS, il faut avoir la saturation dans l'artère pulmonaire. Ça, c'est la première chose. D'accord? J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Donc, donc, on va prendre le cas du TAC. Je vais vous montrer le TAC. Donc, hop. Donc, le TAC est une cardiopathie à sang mélangé. C'est une cardiopathie à sang mélangé, ça veut dire que la saturation dans l'artère pulmonaire égale la saturation dans l'aorte. D'accord? Donc là, toutes les cardiopathies à sang mélangé, c'est nos préférés parce qu'on a directement le QPQS, puisque en mesurant la saturation, on a la saturation dans la P. Toutes les autres cardiopathies, où je n'ai pas de sang mélangé, il faut que je connaisse la saturation dans la P pour pouvoir mesurer. Je vous le rappelle, j'ai peut-être une diapo qui en parle. Hop, attendez. Voilà. Donc, je vous rappelle que le QPQS, c'est la saturation dans l'arc moins la veine cave sur la saturation des VP moins les AP. Mais pour avoir ça, c'est facile. Tout ça, je le connais. Si je n'ai pas de maladie pulmonaire, les VP, c'est 100%. Mais j'ai besoin de connaître toujours la saturation dans l'AP. Quand j'ai une CIV, j'ai la saturation dans l'AP, je n'ai aucun moyen de la connaître en dehors du cathétérisme cardiaque. Ce n'est pas possible. Par contre, j'ai des signes indirects de shunt. Ça, je vous l'ai dit. Les signes indirects de shunt, ça va être la dilatation des cavités gauches. Et sur le plan clinique, un enfant qui va avoir de l'hyperdébit pulmonaire, c'est un enfant qui ne va pas grossir, polypnéique, tachycarde, enfin pas tachycarde, polypnéique et qui ne va pas grossir et sueur au biberon. Donc, retenez que pour le QPQS, si je peux connaître la saturation dans l'artère pulmonaire facilement, je peux le calculer. Sinon, c'est cathétérisme cardiaque. Et quelle que soit la pathologie. CIA, CIV, la seule façon de connaître le QPQS de manière fiable, c'est le cathétérisme cardiaque. Et là, grâce au cathétérisme cardiaque, je vais avoir la SAT dans la P et là, je pourrais calculer le QPQS. Donc, j'espère que là, vous avez compris, j'ai répondu à la question. Donc, TAC, facile, il suffit de regarder la saturation. Si j'ai une saturation à 70% chez l'enfant, et ben, dans le tronc artériel commun, j'ai un QPQS à 1. D'accord? Mais CIA et CIV, je ne peux pas savoir, sauf si j'ai un cathé. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, calculer le débit pulmonaire en échographie cardiaque, c'est très périlleux parce qu'encore une fois, autant la valve aortique, c'est une valve qui est bien sphérique, autant la valve pulmonaire, ce n'est pas une valve qui est bien sphérique. Et donc, toutes les approximations, vous savez, hein, pour avoir une surface pour pouvoir calculer le débit, toutes les erreurs sont élevées au carré. Donc, c'est vraiment pas évident. Et nous, en tout cas, à Necker, on ne le fait pas. Ensuite, merci. Donc, je vais répondre au terme. Il y a une question qui pose pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui pose la question. Le terme restrictif reflète la taille ou le gradient? Bonne question. Ça reflète la taille. Hein, on parle de CIV restrictif quand la CIV est petite. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est pas toujours évident dans la tête des gens et même parmi nous d'ailleurs. Je pense que franchement, donc quand
quand la CIV est restrictive, ça insinue que la vélocité, c'est-à-dire que quand on dit que la Vmax est à 4 mètres par seconde, on dit que c'est restrictif. Alors, on ne peut pas avoir une CIV restrictive qui ne soit pas petite. Voilà. Donc, dire que c'est en fait, en gros, une CIV restrictive indique que la vélocité est supérieure à 4 mètres par seconde. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Parce que de toute façon, si elle est large, elle ne sera jamais à 4 mètres par seconde. Donc, retenez ça. Ce n'est pas un très bon terme. Moi, je n'aime pas du tout le terme restrictive. Je préfère dire que la CIV fait telle taille et qu'elle a telle vélocité, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. On peut avoir une petite CIV et comme il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire, la vélocité est basse. Et donc, après, ça peut faire des ambiguïtés dans la tête des gens. Mais retenez que, voilà, CIV restrictif, c'est supérieur à 4 mètres par seconde, mais que ce n'est pas un très bon terme. Alors, il y a une question quelqu'un qui me demande, les cardiopathies à sang mélangé sont lesquelles? Car dans une CA ou une CV, on a du sang mélangé. Ah oui. Alors, quand on parle de cardiopathie à sang mélangé, ça veut dire que le sang qui traverse l'artère pulmonaire et le sang qui traverse l'aorte, c'est le même. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a comme cardiopathie à sang mélangé? Le meilleur exemple, c'est le tronc artériel commun. Parce que le tronc artériel commun, c'est un vaisseau qui va sortir du cœur et qui va être à la fois l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc, c'est la cardiopathie à sang mélangé de base. C'est ça que ça veut dire sang mélangé. Sang mélangé, c'est que le sang dans l'aorte et le sang dans la paix, c'est le même. Quand on a une CIA, il y a quelqu'un qui me demande s'il y a du sang qui se mélange. C'est vrai. Quand on a une CIA et que c'est un cœur normal avec une bonne compliance du ventricule droit, effectivement, il y a du sang rouge, enfin du sang oxygéné qui va traverser l'oreillette droite et qui va se mélanger au sang désoxygéné. Mais ce n'est pas pareil que de dire que la saturation, il faut bien imaginer que la saturation dans l'artère pulmonaire, elle ne va pas être la même que la saturation dans l'aorte quand on a une CIA. Donc, le terme de sang mélangé est réservé aux cardiopathies. Donc, en gros, c'est le troncus et la fenêtre aortopulmonaire. Donc, la fenêtre aortopulmonaire, c'est une cardiopathie où on a directement une communication extrêmement large entre l'artère pulmonaire et l'aorte et on a exactement la même saturation dans les AP. Donc ça, c'est les cardiopathies à sang mélangé, c'est-à-dire la SAT dans l'aorte égale la SAT dans l'AP. Alors, la tétralogie de Fallot, compliqué. Tétralogie de Fallot, alors, si j'avais une cardiopathie à sang mélangé dans la tétralogie de Fallot, j'aurais aucun Fallot rose. Les Fallot, au début, donc quand il y a des Fallot, les Fallot à la naissance n'ont pas de sténose infundibulaire. Je ne sais pas si vous avez eu le cours Fallot. Donc, au début, quand l'enfant est né avec une tétralogie de Fallot, il n'a pas une tétralogie de Fallot, il a une trilogie de Fallot, en fait, parce qu'il a un obstacle pulmonaire, et ensuite, cet obstacle pulmonaire va, avec le temps, créer un obstacle musculaire pulmonaire, qui est au niveau de l'infundibulum, qui va faire que ce sera une tétralogie de Fallot. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début, et puis en fonction de la dextroposition de l'aorte, et aussi, il y a des choses un peu compliquées, c'est ce qu'on appelle des streaming patterns, c'est-à-dire des flux qui vont s'orienter un peu différemment. Donc, la tétralogie de Fallot n'est pas toujours une cardiopathie à sang mélangé. Si vous avez l'aorte un peu pas très dextroposée et que vous n'avez pas d'obstacle infundibulaire, vous avez des Fallots qui sont roses. Vous avez des Fallots qui ont 99% de saturation. Donc, non, pas toujours. Alors, abscisse sans mélanger. Abscisse, qu'est-ce que c'est pour les autres? Alors, pardon, il y a une question, c'est saturation dans la veine cave est une constante. Alors, dans la veine cave inférieure, c'est une constante, oui. Je ne sais pas pourquoi on m'a posé cette question, mais oui, la saturation dans la veine cave inférieure. Ce qui va changer, c'est la saturation dans l'artère pulmonaire, puisque la saturation dans la veine cave inférieure, c'est du sang bleu qui vient des jambes, d'accord? Ça va dans l'oreillette droite. Par contre, si j'ai un shunt quelque part, je vais avoir une modification de la saturation dans les cavités droites, mais surtout dans l'artère pulmonaire. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, j'ai une question, c'est abscisse sans mélanger ou non? Alors, abscisse, c'est atrésie pulmonaire à septum intact. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais avoir tout le sang qui va aller dans les cavités gauches. Et comment je vais alimenter mes artères pulmonaires?
via le canal. Ce n'est pas une cardiopathie à sang mélangé, la psy, parce que ce qui sort du ventricule gauche, c'est l'aorte, et je n'ai pas de communication entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et je vais avoir un débit pulmonaire qui va être variable en fonction de la taille du canal artériel. Cardiopathie à sang mélangé, c'est sang qui sort de l'aorte égale sang qui sort du tronc pulmonaire. D'accord? Si j'ai un obstacle VDAP ou si j'ai une atrésie pulmonaire, je ne parle pas de cardiopathie à sang mélangé. Ça, c'est important.